Bonjour à tous. Alors, j'ai choisi aujourd'hui, depuis la vidéo que vous avez vue l'autre fois, qui posait les relations entre l'art et l'entreprise, cette fameuse conversation qui m'est chère et qui, selon moi, va ouvrir des perspectives de rénovation, de réévolution, d'innovation à la fois en termes de management, de nouveaux produits, de nouveaux process, de nouvelles manières de travailler, voilà, au niveau de l'organisation des ressources humaines. Il me semble que c'est important aujourd'hui de prendre un petit peu plus cette démarche dans son approche concrète et de dérouler à travers des exemples de grands courants d'avant-garde, d'artistes, en quoi, comment et sur quel levier on peut démontrer de manière un petit peu scientifique le sens de cette démarche. Donc, je vais commencer aujourd'hui, à travers cette vidéo, par un sujet qui concerne la libération des énergies créatives des entreprises. Alors, s'il n'est pas évident et qu'il ne va pas de soi, comme je l'ai dit la dernière fois, d'associer la création artistique et le monde de l'entreprise, parce qu'au premier regard, quand on interviewe un petit peu les dirigeants, même les artistes, on se rend compte que ces deux univers fonctionnent un petit peu différemment. On le pense en tout cas. Euh, Au niveau de la création artistique, on se rend compte que la part est belle aux émotions, à la sensibilité, à la liberté, et que quand on questionne l'univers de l'entreprise, on fait davantage appel à l'objectivité et surtout à cette fameuse notion de performance, de retour sur investissement et de résultat. Pourtant, une question s'impose. Si les artistes les plus célébrés aujourd'hui sont ceux qui ont su inventer génération après génération des nouvelles manières de peindre, est-ce qu'on ne doit pas admettre qu'ils ont quand même quelque chose à nous apprendre aujourd'hui en termes de créativité et d'innovation? Bon, pour ma part, j'en suis convaincue. La créativité est trop souvent perçue comme une faculté innée, dont seule une part d'entre nous serait dotée. Cette idée doit être battue en brèche, notamment dans l'entreprise. Car à l'heure où la capacité à innover s'impose comme un ressort essentiel de croissance et de différenciation, il devient urgent de libérer et d'exploiter ce fameux potentiel créatif au sein des équipes. D'où l'intérêt d'observer les postures adoptées par quelques grands artistes au fil de l'histoire pour éclairer et peut-être repenser nos propres pratiques professionnelles. Je vais le faire à travers 3 thèmes. Premier thème, la magie du décloisonnement. Si on prend par exemple le célèbre artiste Léonard de Vinci, on sait qu'en plus des toiles qu'il a peintes et qui sont pour la plupart considérées comme d'inestimables chefs-d'œuvre, il avait étudié de très près l'ingénierie, la botanique, la géologie, l'architecture, la musique, l'anatomie, l'optique, entre autres choses. Et c'est cette notion de polyvalence qui est aujourd'hui perçue comme la preuve de son génie. Ce serait parce qu'il était particulièrement brillant qu'il a pu s'illustrer dans tous ces domaines. Mais quand on s'intéresse de plus près à ses travaux, on est tenté d'inverser le rapport de cause à effet. C'est au contraire parce qu'il s'est intéressé à tous ces domaines qu'il est devenu brillant. Et c'est parce qu'il a su faire dialoguer entre eux tous ces champs de connaissances et qu'à chaque découverte dans une discipline, il cherchait des applications dans les autres qu'il est devenu génial. Et c'est cette forme de décloisonnement qui est Et c'est cette forme de décloisonnement qui stimule la créativité. C'est en confrontant ces concepts issus d'univers différents que nous pouvons donner le jour à des idées originales. Cette posture doit être encouragée au sein de nos équipes, même si elle paraît incongrue à court terme. Au niveau d'un deuxième thème, la magie du décloisonnement donc étant le premier, on va parler de la force du collectif. Souvent, l'image qu'on a du travail du peintre est celle d'un homme palette à la main qui est seul devant sa toile. Et si cette image est représentative d'un certain aspect de la création artistique, elle en nie une dimension fondamentale, celle de l'inspiration. Qu'est-ce qui inspire l'artiste? Qu'est-ce qui alimente sa réflexion? Avant toute chose, les hommes et les femmes qu'il fréquente, ceux qui l'admirent, ceux qui l'affectionnent, ceux avec qui il a des conversations qui le stimulent, avec qui il échange des idées. Le peintre a beau être seul devant son chevalet, il nourrit son œuvre de la richesse de ses relations. Qu'on aille voir donc du côté des romantiques, des impressionnistes
ou des surréalistes, les pages les plus importantes de l'histoire de l'art ont été écrites par des collectifs, plutôt que par des artistes isolés. Parce que penser à plusieurs, partager nos idées, confronter nos points de vue, c'est se donner une chance de décaler notre regard, de nous enrichir mutuellement et donc de penser différemment. Avec l'idée que plus le collectif est hétérogène, comme pouvaient l'être tous ces groupes d'artistes, plus il est propice à la complémentarité. S'il est plus confortable de travailler avec des collaborateurs qui partagent notre mode de pensée, il est en fait beaucoup plus fertile d'explorer et de cultiver nos différences. À méditer. Pas facile de se confronter aux différences. Et le troisième point que je voulais aborder ici, c'est la gestion de la contrainte. On considère parfois que l'essence de l'art est la liberté. Or, c'est précisément l'absence de liberté qui, dans certains cas, stimule la créativité. Combien de chefs-d'œuvre, souvent très innovants, sont nés des contraintes qui pesaient sur leur auteur? Parce qu'un format leur était imposé, parce que faute de moyens, ils devaient composer avec du matériel de fortune, parce que la religion ou la politique leur interdisait soudain de pratiquer leur art, comme ils avaient l'habitude de le faire. À l'instar de Matisse, qui, gravement malade et incapable de peindre, a développé sa technique des gouaches découpées qui lui demandait moins d'efforts physiques, de nombreux artistes ont dû imaginer de nouvelles façons de travailler pour contourner des obstacles dont ils se seraient bien souvent passés. Bien sûr, la contrainte est souvent perçue comme un handicap, mais elle est aussi, quelle que soit sa pénibilité, une occasion de sortir de sa zone de confort. S'en souvenir au quotidien, c'est se donner toutes les chances de transformer les mauvaises nouvelles en opportunités. Tous ces grands peintres, dont le talent et les œuvres ont traversé des décennies pour peupler nos musées et galeries d'art, sont des sources d'inspiration intarissables. Que l'on soit ou non sensible à leur travail, les images qu'ils nous ont laissées doivent nous guider sur le chemin de la créativité. Explorer des pistes innovantes requiert de renoncer au statu quo et de se confronter à l'incertitude. Mais s'il y a une leçon à retenir de leurs efforts, c'est qu'inventer l'avenir dans un esprit collectif de confiance et de cohésion est plus fertile et gratifiant que de répéter inlassablement le passé. Et j'espère qu'il sortira vraiment de ces 2 mois de confinement une logique économique, industrielle, humaine, entrepreneuriale, qui fait table rase du passé et qui ose totalement innover à travers cette force du collectif et à travers ce génie créatif que chacun saura exprimer et qui fera sens, voilà, dans nos entreprises, dans la nation, dans notre société, dans notre humanité et finalement dans une mondialisation qu'il faudra repenser à une toute autre échelle et peut-être plus locale aussi. Donc ne répétons pas le passé, allons vers l'inconnu, soyons comme ces artistes et a posteriori, je suis sûre qu'une grande avant-garde et une grande aventure en sortira victorieuse. Voilà, à bientôt mes amis. Au revoir.